On est venu à Cap-Breton, il y avait 2 résidences de prévues, qui étaient des résidences normalement de mise en scène, mais aussi d'écriture. On est sur le spectacle compté, l'écriture compte énormément, sans jeu de mots. Et donc, on est venu à Cap-Breton, il y avait Lezay dans les Deux-Sèvres, juste à côté de chez nous de prévu, c'est parce qu'il y a un partenariat avec les foyers ruraux Poitou-Charentes qui a été installé, et donc avec Cap-Breton, il y avait une résidence aussi de prévue, à 15 jours d'intervalle. Ces 2 résidences étaient censées... eux, ils avaient déjà beaucoup travaillé sur l'écriture parce qu'ils ont écrit d'abord un bouquin sur les regards croisés qu'ils avaient en allant l'un chez l'autre, l'un dans le Poitou, l'autre au Pays Basque. Et de ce bouquin devait naître un spectacle, c'est ce qui est dit au début du spectacle, du coup, par le jeu des petites lettres. Et donc, ce spectacle, ils avaient commencé de l'écrire d'après le bouquin, mais on va dire c'était... Ils savaient quels ingrédients ils allaient mettre. Moi, j'étais là pour questionner la raison d'être de chaque ingrédient et puis de voir comment ça s'enchaînait. On va dire ça comme ça. Puis après, la mise en espace. Donc là, on a fait cette semaine, c'était vraiment une semaine charnière parce qu'on a fini l'écriture et depuis avant-hier, on est passé à mettre ça dans l'espace. Col d'eau. Aujourd'hui, en gare de Bordeaux, je me suis sentie perdue. Alors que j'étais dans ma région, notre région maintenant, la Nouvelle-Aquitaine. Col d'eau, le Poitou et le Pays Basque dans la même région. Qui l'eût cru? Nous devons écrire ensemble un livre qui parlera de notre territoire. Un livre inspiré des rencontres de gens que nous avons déjà faites chez toi et chez moi. Et ce livre, Col d'eau, on doit en faire un spectacle. Ah, quel boulot! Et justement, Col d'eau, ce boulot, il était dans mon sac. Et j'ai perdu mon sac avec tout dedans. Et en plus, Col d'eau, j'ai raté ma correspondance. T'as pas de portable, t'es pas joignable, il fait chaud. Merde, Col d'eau, ça part mal. Michel, je t'écris ce petit mot pour te raconter ce qui m'est arrivé ce jour où tu es en chemin vers chez nous. On doit travailler ensemble sur un texte à partir des paroles collectées ici en Pays Basque et chez toi au Poitou. Ton train, le TGV arrive en gare. La foule débarque, mais pas toi, Michel. Je demande à un agent, avez-vous vu arriver Michel Bouet? Arriver qui? Michel Bouet. Bon, mon réflexe, le téléphone, bien sûr. Je l'ai toujours dans ma sacoche, mais là, il n'y est pas. Je jette un coup d'œil sur le tableau d'affichage des arrivées. Un autre train arrive dans 1 heure en provenance de Bordeaux. Bon. Col d'eau. On a signalé un sac retrouvé au bureau des objets perdus. Je me dépêche. Je veux pas qu'il fasse sauter mon sac. J'arrive. Et là, derrière son comptoir, un grand type. C'est votre sac? Oui. Dites-moi ce qu'il y a dedans. Mais monsieur, dans ce sac, il y a tout. Tout ce que je dois faire avec le compteur basque Col d'eau Amestoy. Hein? Mais Col d'eau Amestoy! Le voilà, votre sac. Merci, monsieur. Si j'osais, je vous embrasserais. Col d'eau, j'ai récupéré mon sac. Michel, je reviens chez moi pour consulter le répondeur de mon téléphone mobile. La machine clignote. Parfait. J'écoute. Bonne nouvelle, Michel, bonne nouvelle. Tu me dis que tu étais en gare de Bordeaux. Tu me parles d'une vague histoire de sac perdu. Tiens, toi aussi tu perds tes affaires. Tu dis être dans un autre TGV en direction de Bayonne comme prévu. Mais avec un peu de retard tout de même. Alors, je retourne à la gare. Col d'eau, dans le train où enfin je suis assise, j'écris sur la page de garde du livre L'ailleurs des mots de Anise Kolz. C'est étrange, Col d'eau. Mon livre s'appelle L'ailleurs des mots. Mais l'ailleurs des mots, c'est pour nous. C'est un signe. Col d'eau, je suis impatiente d'arriver. Je crois que j'ai trouvé notre début de spectacle.
C'est une voisine qui me l'a soufflé sans le savoir en me disant « Bah, que voulez-vous qu'on vous dise sur notre pays, Michel? Chez nous, il n'y a rien. C'est pas comme au Pays Basque. Eux, ils ont tout. T'entends, Koldo, le début de notre spectacle? Chez nous, il n'y a rien. Chez vous, il y a tout. » En route vers la gare, je retrouve mon téléphone portable. Il s'était glissé entre les deux sièges avant. Ouf. Il y a tout dedans, absolument tout. Arrivé à la gare, je me sens comme quelqu'un qui aurait trouvé un trésor. Je marche d'un pas léger, heureux et rassuré. Michel, tu viens vers moi avec une mine réjouie. Tiens, je me dis, elle a sûrement fait une trouvaille, ou peut-être a-t-elle quelque chose à m'annoncer au sujet de son Poitou. C'est vrai que le Poitou, ça n'est pas rien tout de même. Michel Bouet. C'est moi. Koldo Amestoy. C'est le basque. C'est la Potvine. Il y a tout chez eux, au Pays Basque, d'après ce qu'on dit chez moi. Il y a les paysages, la langue, la montagne, la mer. La mer. Ah, ça c'est une chose c'est un élément que je ne pratique pas. C'est plein d'eau, trop d'eau, tout en mouvement, et de l'eau salée. De l'eau salée, tu te rends compte? On dit chez nous que c'est la morue qui sale l'eau de la mer. De l'eau salée. Et puis la plage, ce sable, les gens qui viennent pique-niquer sur le sable avec des graines de sable dans ta bouche. J'adore les graines de sable dans la bouche. La montagne, oui. Ah oui, la revanche, la montagne, oui. Mais bon, il y a quand même quelque chose que nous avons en partage. C'est le ciel et le vent. Ah, le vent. Alors chez nous, vu que t'as pas de montagne, ça beuffe. Verbe du premier groupe. Il beuffe, tu beuffes, Il beuffe. le beuffe. Le vent beuffe. Chez nous, le vent, Koldo, on l'a emprisonné, capturé. On a fait pousser à Champagné des champs entiers d'éoliennes. Et tu regardes les pales. Ben là-dedans, je trouve qu'il y a la mémoire des ailes des moulins. Ah, les ailes du moulin, sur la ligne des crêtes, comme ceci. Sancho Panza, vámonos, vámonos, ahora, vámonos. Et Sancho Panza, il était basque. Non, il est espagnol. Mais tu vois, le basque est très Province fort. de la Mancha. Non seulement il a tout, mais ce qu'il a pas, il va le chercher Ah, il ailleurs. suffit de passer la montagne, il y est, quoi. Ah non, mais ça, c'est le basque. La ligne de crête, avec les moulins là-dessus. Ça me fait penser que nous avions chez nous, nous devions sûrement avoir des moulins sur les crêtes, puisque nous avons dans les patronymes le mot Eyera Muno, un nom de famille. Eyera Moulin, Muno Colline. Donc il devait y avoir des moulins sur les collines. Bah, tu vois, ils ont vraiment tout, parce que quand il n'y a plus de moulin, il y a quand même la trace. Mais il y a la trace, il y a la mémoire, c'est vrai, c'est comme les noms des personnages de la mythologie dans la toponymie, il y a tout. Nous, tu vois, c'est plat chez nous. Mais comme c'est plat, tu peux marcher pendant des heures et des heures et des heures. Tu te fatigues pas. Et comme tu te fatigues pas, tu peux causer. Causer, nous, on adore ça. Causer. On s'en lasse jamais. Ah, alors que nous, on ne peut pas causer. Tu sais, à marcher, lors de nos randonnées là, vers les sommets, sur les collines ou sur les montagnes plus loin, ah ben, il faut qu'on économise nos forces, le souffle. On ne peut pas perdre nos forces par la bouche. Donc, on marche et on se tait. Bon, faut dire qu'on a des surprises aussi arrivées là-haut, sur la colline, n'est-ce pas?
Ouais. C'est que chez toi, quand je suis arrivé chez toi, dans ce bistrot, dans ce bar, le PMU, Agencé. agencé, ah là, j'étais installé sur la petite table, puis d'autres étaient là aussi, derrière le bar il y avait du monde, devant le bar il y avait du monde, derrière la patronne et le patron, est arrivé l'autre gars là. Bonsoir la compagnie, bonjour la compagnie. Et puis bonjour la compagnie, la bise à la patronne, le salut au patron, et puis nous, il nous a salués, les autres, et puis je dis nous parce qu'il s'est avancé vers moi, la main tendue. Il m'a dit, je ne vous connais pas, mais je vous salue quand même. J'ai trouvé ça fort agréable. C'est un bon accueil, un bel accueil. On ne fait pas ça chez nous. Mais c'est normal que tu remarques ça parce que tu n'as pas l'habitude, alors que chez moi, ça se fait tout le temps. Il y a quelque chose qui m'a touché chez toi. Plus que touché. Ça m'a impressionné. C'est votre sérieux. C'est idiot que je dise ça, parce que les basques, ils se ressemblent pas tous. Hein. Je vais parler du basque générique. Mon basque inventé. Pour moi, le basque, il est sérieux, il parle sérieux, il chante sérieux, il danse sérieux. C'est comme s'il était dans toutes circonstances l'ambassadeur de son pays. Ambassadeur, tu es aussi ambassadrice de ton pays que moi. Non. Oui, c'est vrai, je suis ambassadrice de mon pays. Je dirais plutôt que je suis porte-parole. Voilà. Parce que où que tu ailles, il faut expliquer, parler du Pays Basque. Dites dans le Pays Basque, c'est toujours entre l'Espagne et la France. Mais oui, c'est toujours là, c'est un pays coupé en deux, oui, ça c'est sûr. Et la langue, c'est toujours un mystère, n'est-ce pas? C'est un mystère, hein? Oui. Faut tout expliquer. Ils sont au courant de rien. Faut tout expliquer. Bon, on va aller simple, faut parler de la phrase, n'est-ce pas? Une phrase, exemple. Oui, exemple. Lagun honekin aspalditik elgar ezagutzen gira. Lagunenetik, aspaletik, ezgar, edgar. Oui, ça on va revenir là-dessus. Avec cet ami, ce copain, il y a très longtemps que, et c'est à la fin de la phrase que vient le verbe, nous nous connaissons. Avant tout cela, tout ce développement-là, tu ne comprenais rien. Et là, nous nous connaissons. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être patient. Il faut attendre la fin de la phrase. Bon, on s'y habitue, hein. Et puis, il y a le genre. Quand je dis lagun onekin, lagun onekin. Voilà. Alors, est-ce que c'est une fille ou un garçon? Mon fils me dit, Yandia lagun matekin et reconnaisse. Ah ben voilà, tiens. Alors, viendra-t-il, on le saura plus tard, avec un copain ou une copine? Puis c'est quand ils arrivent que tu vois si c'est une copine ou un copain. C'est extrêmement contemporain, la langue, vous savez. Ça parle de nous aujourd'hui, parce que ces questions de genre, elles traversent les jeunes en ce moment. Beaucoup de gens ne se définissent pas comme garçons ou filles, mais comme yel. Ils sont à la fois tout ça, parce qu'ils sont avant tout des humains. Il et elle. Yel. Vous êtes forts, les Basques. Oui. Mais alors nous, il y a quelque chose qu'on a dans notre langue, c'est la facétie. Je comprends en fait, vous n'êtes pas taiseux, vous êtes patient. Mais nous, on n'est pas impatients, on est coquins avec la langue. Parce que comme tu vois partout, vu que ton regard est jamais arrêté, eh ben, ce que tu vois pas, tu l'inventes. C'est pour ça qu'on rigole avec la langue. Par exemple, je t'ai menti. Je t'ai dit qu'on n'avait pas de montagne, c'est faux. Chez nous, on a un mot, notre mot, Fougeray, 192 mètres. 192 mètres, ça c'est une partie de la circonférence, n'est-ce pas? Altitude, s'il te plaît. Altitude, 180, vous imaginez 192. Quand tu es en haut, tu n'as pas le vertige. Alors tu peux regarder. Et là, au-dessus du mont Fougeray, il y a toujours de la brume. Ça s'explique. Hein? Et il y a très longtemps, à Fougeray, il y avait un château. Dans ce château, une châtelaine épouvantable. Elle a accusé une petite chambrière d'un vol de ses ciseaux d'or. Bien sûr qu'elle a dit que c'était pas elle, mais cette petite chambrière, on l'a condamnée à mourir sur un bûcher. On a dressé le bûcher, on l'a attaché, on a allumé le bûcher, et au même moment, quand le bûcher s'enflammait, il y a un jardinier du château qui a trouvé les petits ciseaux d'or dans un nid de pie. C'est la pie qui avait volé les ciseaux. Cette fille, on l'a assassinée en mémoire de ce crime. Le ciel porte sa marque du brouillard.
Ah oui, le feu s'est éteint? Oui, mais dans le ciel et dans nos mémoires, il continue de brûler. Mantalina, voilà. Pour nous, c'est Mantalina, c'est la brume qui est là-haut, comme un voile. Tiens, là-haut, c'est le mont Larune, 905 mètres. Je connais la rue, moi. Ah, J'y suis allée avec mon sac à dos, mais alors quand j'ai vu comme c'était haut, ils sont très bien organisés. Ils ont un petit train. J'ai pris le petit train là. attention à la marche, madame. J'ai escaladé en ton la rune. On tombe. Et c'était beau arriver là-haut. Waouh. Ah, Michel, sache que c'est bien plus beau lorsqu'on fait la randonnée par le sentier. Ben oui, on voit passer le train mais que ça n'aille. Alors qu'est-ce que c'est beau! Et puis ces senteurs là, et puis les animaux que tu vois, les gens que tu croises, et les bergers et tout. Ah ben, c'est ça la montagne. Ben oui. Tiens, là-haut, il peut arriver que nous ayons quelques soucis avec les cailloux, un petit caillou dans la chaussure. Ça peut arriver. Mais bon, tu sors ton caillou, tu te débrouilles, quoi, et tu arrives là-haut, tes compagnons ils sont déjà. C'est ça qui est un peu ralent. Mais bon, dans la brume là-bas, un jour, un berger a trouvé une pierre. Enfin, une dalle vaguement rectangulaire, plutôt épaisse. Et il s'est demandé ce qu'il y avait là-dessous. Il y a peut-être un trésor, une galerie, ou il a tourné autour, puis il a constaté que dans l'angle, il y a quelques mots d'écrit. Itsuliko nawenari et sayo damutuko. Celui qui me retournera ne le regrettera pas. Celui qui me retournera ne le regrettera pas. Il y a sans doute un trésor, il y a sans doute. Alors, il a mis un genou à terre, il a glissé ses mains avant-bras sous la dalle, et puis Un, deux, trois. Ouais, il l'a redressé, il l'a jeté à la renverse, et la dalle renversée, ben, il n'y a rien là-dessous, la vérité. Or, la dalle, elle a quelques mots gravés là, dans l'angle. Celui qui me retournera ne le regrettera pas. Avant, j'étais bien. Maintenant, je suis mieux. Avant, j'étais bien. Maintenant, je suis mieux. Voilà. Et alors, de colère, il l'a remise à sa place. Voilà. Voilà comment se débrouille, nous, pour faire parler même les pierres. Koldo et moi, nous avons retourné notre sillon. Nous avons creusé notre terre. Nous avons inventé notre pays. Pays de l'imaginaire. C'est incroyable. C'est incroyable de définir son pays par le rien. Moi, je trouve ça triste et puis je trouve ça faux. Parce que le rien de mon pays, je le connais, j'y vis, j'y suis née et j'y suis restée. Et je sais qu'il est plein, ce pays. Plein de nous. Il est plein, comme le jardin de mon voisin, par exemple. Tu l'as vu, toi, Koldo, mon voisin, et son jardin. T'as vu chez lui? C'est à l'ordre, hein? Il n'y a pas d'herbe. Bon, Ouais. enlève-moi l'herbe, s'il te plaît. Je le mets. Plus loin. Parce que mon jardin, il déteste la mauvaise herbe. C'est pas comme chez moi. Mais chez moi, la chèvre de M. Seguin n'aurait pas été dévorée, tu peux le croire. La campagne, la question des mauvaises herbes, c'est dramatique. Surtout que depuis quelque temps, on n'a plus le droit de droguer dans les cimentaires. Droguer? Utiliser le désherbant. Ah. Tu gréco fait pour pasteur que tu peux plus droguer dans les cimentaires où il y a de l'herbe partout. Heureusement que les morts, s'ils sont déjà morts, autrement, on te les ferait boisir une autre cope. On te les ferait mourir une deuxième fois. Puis ça, on est vrai. Tout crée. Ni Pessala. Et alors, dans le jardin de mon voisin Koldo, il y a quelque chose d'extraordinaire. Tu te souviens, c'est ces girouettes en roue de bicyclette. Ouais. Tiens, allez, tiens, prends les girouettes en roue de bicyclette, là, tu me les poses là, s'il te plaît. Il les a fabriquées tout seul, mon voisin. Et quand il y a du vent, ça tourne. Et puis, tiens,
Tu vas faire mon voisin, tu veux bien? Je l'aime bien, mon voisin. C'est un vieux monsieur, sérieux. Mais il y a des gens comme ça, même quand ils sont sérieux, tu vois le petit enfant qui est resté coincé comme ça quelque part. Et quand c'est le petit enfant qui cause, eh ben, t'es ému, quoi. Alors mon jardin, je vous ai dit, plein d'herbes, le jardin de mon voisin, au cordeau. Conventionnel, son jardin, mais au cordeau. Je peux te dire que les salades, t'en as pas une qui redresse le nez plus haut que l'autre. Mais moi j'aime bien ça, parce que c'est des petits riens. Par-dessus notre haie, avec mon voisin, on cause. Des petits mots comme ça. Il y a longtemps qu'il n'a pas plu, ou il a trop plu. Mais on cause. Des mots qu'ensemence notre terre, là. Puis un matin, moi je suis sortie. Il était là, mon voisin. Mais je ne l'ai pas vu, lui. Ces arbres fruitiers, ils étaient blancs. Tout blanc. Du tronc aux branches. C'est comme si d'un seul coup, il n'y avait plus d'ordinaire. Il m'a parlé, mon voisin. Je le voyais bien qu'il me parlait, qu'il essayait de me dire « Voyez, Michel, j'ai passé mes arbres à la chaux, parce que si vous ne passez pas vos arbres à la chaux, eh ben, il y a les bestioles qui se mettent sous l'écorce, et puis les arbres ne sont pas sains, alors qu'après, votre tronc, eh ben, il est tout lisse. Il faut faire attention, vous passez vos arbres à la chaux pour pas qu'ils attrapent la vermine. Pas qu'ils attrapent la vermine. Mais nos pensées dans nos jardins, elles voguent toutes seules. Pas qu'ils attrapent la vermine. Moi j'ai pensé à René Sarlabou, mon ami qui a été déporté au camp de concentration à Ravensbrück et qui m'a dit « Michel, en arrivant au camp, on nous a tondus, on nous a rasés, puis on nous a passés comme une espèce de chaux vive. C'était certainement comme mon grand-père qui faisait ça à ses arbres pour pas qu'ils attrapent la vermine. Ce jour-là, c'était nous la vermine. » J'ai essayé de me raccrocher aux mots du quotidien de mon voisin. À lui qui m'expliquait, dans le temps à la ferme, on passait nos murs à la chaux blanche, puis mes parents, comme ils trouvaient que c'était trop blanc, ils mettaient de la bouse de vache, ça servait de pigment naturel, quoi. Blanc cassé, quoi. Se raccrocher aux gestes du quotidien. Voilà. À ma voisine qui arrive en me disant « Tenez Michel, je vous donne des tomates, prenez-les, même les poules en veulent plus. » C'est ça, les gestes du quotidien, le don. Chez nous, on est comme ça. On aime donner, mais on n'aime pas dire qu'on aime donner. Se raccrocher aux petits mots qui servent de terreau pour que de ce rien, on invente notre tout. Coldo, ce don dont je parle, je l'ai vérifié chez toi aussi. C'est vrai, vous semblez plus discret, plus taiseux, mais le don, il est là. Que tu m'as accompagné, du moins quand je t'ai accompagné, marcher dans la montagne la première fois. Coldo, c'est un vrai marcheur. Moi, je suis une terrienne. Coldo, il a généreusement accordé son pas au mien. C'est pas rien, ça. S'accorder. Puis on a commencé à monter. Moi, je buffais. Je buffe, tu buffes. Le bœuf. Le bœuf. Ça me poussait comme ça m'aidait bien. Je buffais, et puis il y avait les potiocs qui étaient là, puis il y avait la lande, et puis il y avait le silence, et Coldo, il y avait l'écho. Ah, l'écho. L'écho du chant du berger, qui chante, qui improvise par idée. Un chant qu'il donne en suivant du regard l'épervier.
Là, il est au sommet du mont. Alors on a continué à grimper. Et quand on a été tout là-haut, Colto, tu m'as dit, regarde Saint-Michel, c'est les Pyrénées. Pirinawak. Pirinoa, c'est comme ça que vous dites en basque. Oui, c'est cela. Bon, attends, c'est pas mystérieux du tout, Non, vous rajoutez hack. Ouais, tout simple. Oh, bah alors Pirinoa, franchement, c'est pas la peine non plus C'est de... comme tu veux, tu choisis, voilà. Ouais. Pirinoa. Pardon. Tu as dû remarquer cette colline, mais au pied de la colline, cette petite bergerie. C'est la bergerie du berger qui était là à chanter. Mais figure-toi que derrière la bergerie, il y a un tas de fumier. Et dans ce fumier, il y a un œuf. Un œuf qu'un coq a pondu. Oh. Et Attends, je t'arrête tout de suite. Au Pays Basque, vous, les coqs pondent des œufs. oui, Et c'est quoi le rapport avec la montagne? bien voilà. Avant de pouvoir te lire ou raconter la page 5, je commencerai par la page 4. Ah, c'est ça le basque, il faut être patient. Il faut être patient. Ah, ça me plaît. Moi, j'ai appris ça. Oui. J'ai appris ça. C'est le coq qui avait mis cet œuf à couver dans la fumure. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard sans doute, voilà que notre berger voit descendre du tas de fumier un petit serpent. Et comme il revenait d'avoir fait les bêtes, il avait fait son fromage et il lui restait du gassou là, du petit lait, ben, il l'a posé là, et le petit serpent a plongé sa tête dedans et s'est mis à boire. Ainsi, il a renouvelé l'opération chaque jour. Chaque jour, ce petit serpent est devenu un beau serpent, il serait même devenu un petit dragon. Étonnant, hein? Le petit dragon, un jour, s'en est allé, puis il est allé là se cacher dans un trou dans les rochers. Et puis c'est à partir de ce trou-là que ce dragon, il s'est servi lui-même, mais des brebis, et des veaux, et des vaches, et des chevaux, et puis ça n'allait pas du tout, hein? Les bergers et les vachiers se sont fâchés, ont dit, il faut faire quelque chose, il faut réagir. Et c'est un jeune vachier qui a eu l'idée. Il a chez lui une peau de vache. Il l'est rentré chez lui, il a bourré cette peau de vache de poudre noire. Il l'a cousu précautionneusement sur cette peau, et puis il l'a posé là sur le dos du cheval, cette fausse vache. Il est remonté là-haut, et près du trou, il a jeté la bête en poudre là, dans le trou. Puis ça l'est allé, pas bien loin, parce qu'il a été surpris par le cri, le hurlement plutôt. Il s'est retourné, il a vu sortir du trou une flamme, une immense flamme, puis une tête, grosse tête de chien, avec des gros yeux globuleux qui regardent dans tous les sens, et puis ses oreilles qui entendent tout. Et puis ce corps, tiens, ce cou là, tout recouvert d'écailles, ses pattes pareilles, toutes recouvertes, toutes griffues, se sont posées sur le bord du trou, et puis c'est tout ce qu'il a voulu voir. Il a fui, il est allé se cacher plus loin, puis il a vu ce monstre sortir du trou. Il l'a entendu rugir, il l'a entendu, et il l'a vu cracher du feu. Il Ribouli, alors ça doit être très proche de Erenchougué. Erenchougué. Ah, mais c'est dur le basque. Il faut être fort pour comprendre son basque à elle. Erenchougué, c'est le nom qu'ont donné les gens du pays pour le dragon. Merci Michel d'avoir... Oui, non, mais toi, bien, on va y arriver. Voilà. Vous voyez se déployer deux ailes sombres comme ceci, puis il a pris son élan, le dragon. Erenchougué. Puis il s'est mis à tourner comme ceci, et à monte dans le ciel. Pourquoi montait-il dans le ciel? C'est pour repérer l'eau, les points d'eau, les cours d'eau. Et dès qu'il a vu une goutte d'eau, il se jette là-dessus pour boire, pour éteindre le feu qu'il a en lui. Et puis il reprend son envol, et puis il est monté encore plus haut pour voir plus loin.
Oh, il est monté, puis il a crevé les nuages. Et de là-haut, dans le ciel bleu, pensant, il s'est trouvé en tête-à-tête, nez à nez avec le soleil. Et le soleil, forcément, ça l'a aveuglé. Et, le brave Velenzuela, aveuglé, il est tombé. Tombé, il s'est écrasé comme de tout son long. Sa tête, immense tête, est posée quelque part là-bas en pays catalan. Sa langue est allongée sur, là-bas, sur cette petite plage de Garbette, là, tout à côté de cette mer calme. Son corps est tout cassé, tout désarticulé, son échine toute brisée, les ailes sombres sont posées là, et puis sa queue, voilà, sa queue là-bas, dans ce massif de los Picos de Europa, l'Asturie, puis regarde ça tout à fait au bout là-bas, tout à fait en haut, cet éperon rocheux qui brille au soleil, c'est le Pico Riello, voilà, il est là, le dragon, mort. Son corps s'est refroidi peu à peu, s'est pétrifié, devenu pierre. Et le corps du grand dragon a fait cette belle chaîne de montagnes que Alors nous là, avons dorénavant, alors là, les Pyrénées. alors là, ah bah tu m'en diras que quand même. Ah non mais, c'est au-delà de tout ce qu'on connaît nous dans le Poitou. Là t'as un œuf de coq. Qui que sont forts, mais la force au basque, c'est pas du folklore. Non mais attends, t'as un dragon qui tombait. Ah bah alors là, il en crée pas mes oreilles, les Pyrénées. Les Pyrénoaques. Bon, c'est ce qu'on a entendu dire. Oui, je sais, c'est extraordinaire. Non mais c'est quand même... Comme tu dis que vous pouvez parler, créer tout ce que vous voulez, nous pouvons aussi, n'est-ce pas? Et puis, il se trouve que certains disent cette histoire des Pyrénées, et d'autres disent qu'ils seraient posés là, en direction toujours à la recherche d'eau, seraient posés sur une colline, et puis aurait vu là-bas une grande masse d'eau toute scintillante. De l'eau, s'est-il dit, de l'eau à boire, de l'eau à recracher, de l'eau pour éteindre son feu, de l'eau pour se vautrer, de l'eau pour se baigner, de l'eau. Là, avaler, recracher lèvres, et je t'avale lèvres, et je te la crache, et boum, qu'est-ce que ça devient? Les vagues. Oui. Oh non. Ouh. Mais où c'est qu'ils vont s'arrêter les basques là, moi je sais plus où donner de la tête, je m'excuse, c'est vrai qu'il y a tout, il y a même plus que tout. Bon, là, on est posé là, le monstre est posé là. Avec du feu en lui, tu sais, et il s'est posé là, sur la colline. Il regarde les environs, il voit un petit village, Iliboulou, Saint-Pierre-des-Rubes. Oh, puis la rue principale, puis le trottoir, et sur le trottoir, une jeune fille qui danse, et puis s'est retournée. Et elle est maintenant face à cette jeune fille, à cette jeune danseuse. Il est tout chose, hein. Ah oui, tu m'étonnes. Déjà, ça lui faisait bizarre de la voir. Il est tout chose parce que c'est peut-être la première fois, et moi je suis très émue de vous le raconter, c'est peut-être la première fois qu'on assiste à un conflit, à un débat philosophique dans la tête du dragon. Il sait qu'il est dragon, basque ou pas basque, donc il incarne le monstre, la monstruosité, le sauvage. Alors cette jeune fille, il doit la manger. C'est les traditions. Les traditions? Et là, il s'en fout des traditions. Il n'a pas du tout envie de manger cette jeune fille. Et il se dit, diantre, vais-je ou ne vais-je pas respecter la tradition? Respecter? Je ne vais pas la respecter. Je ne mangerai pas cette fille. Je ne mangerai pas cette fille. Oh! Et c'est ainsi que pour la première fois, dans la tête d'un dragon, a germé cette idée qu'on n'était pas obligé de respecter les traditions, qu'on pouvait les faire vivre, les faire grandir, danser avec elles. En tout cas, lui, le dragon, il a décidé qu'il ne mangerait pas la jeune fille. Mais la jeune fille, elle ignore que le dragon se débat avec lui-même, avec sa pensée de dragon. Elle croit qu'il va la manger. Elle le regarde, elle aussi, elle connaît les traditions. Elle sait que dans les légendes, les filles, très souvent, on les dévore. Dévore? On les dévore. Non, il la dévorera pas.
Et elle sait avec quelle arme elle va résister. Avec les mots. Les mots qu'elle a domptés depuis quelque temps. Les mots en langue basque qu'elle a appris. Qui lui ont donné un nouveau chemin, une nouvelle aventure. Bye! Dans ta gueule de dragon. Et du nord. Milishker. Ongetori. Ongetori. Bye! Bota! Le dragon, il est resté bouche bée. Alors il n'a pas de regret. Il a bien fait de ne pas la manger. Il l'adopte. Comme elle l'adopte d'ailleurs. Quand elle lui dit Goasen. Goasen. Allons-y. Et voilà la jeune fille qui s'est mise en chemin à marcher sur le trottoir. Tiens, Cette jeune dame. Elle ne boit plus. On dirait qu'elle a perdu le petit caillou qu'elle avait dans la chaussure. Cette jeune fille aventureuse et courageuse, ce jeune dragon bouleversant et bouleversé, ils existent. On ne les a pas inventés. Ils ont existé hier, ils existent aujourd'hui dans les contes, les légendes, dans nos récits. Ils existent même sur le mur à Saint-Pierre-d'Irube. Oui, à Iriboulou. À Iriboulou, sur le fronton, là, il y a dans les armoiries, tu vois le petit dragon, ouais, là, avec sa troisième tête coupée, là. Voilà, il est là, le dragon. Il est là. Et puis, et s'il apparaissait ici, sur cette grande scène, cette scène immense sur la place de Saint-Pierre-d'Irube-Iriboulou, ce gradin-là devant nous, immense, avec tous ces gens-là installés, gradins latéraux, de ce côté-ci, de ce côté-là. Nous avons ici le fond de Seine, tout blanc, avec des petites fleurs accrochées partout. Ici, la porte bleue, la porte du bien. Là, la porte blanche, la porte du ciel. Ici, la porte rouge, la porte du mal, des mécréants, des malins, doucement. Là, tout était... Ah non, il y a le balcon. Dans le balcon, il y a des musiciens, violons, flûtes, saxons, tout tas de tambours, tout. Les musiciens sont là. C'est une Scottish. Non. C'est la musique de la pastorale. La pastorale, voilà. C'est la pastorale, la pastorale. C'est un grand spectacle où tout le monde participe, tout le village. Chacun a son poste, les parkings, la buvette, la caisse, tout le monde est à sa place, tout le monde a déjà préparé tout cela. Et puis il y a les comédiens, la metteuse en scène, car parfois il y a le maire et les conseillers municipaux qui sont aussi sur scène. Tu te rends compte? Tout le monde est là, et puis tout le monde vient. On s'est organisé pour que tout le monde vienne, et nos autobus, et le covoiturage, tout le monde est là. Tout c'est noir de monde. Moi j'étais là aussi. Nous y étions. Ce qui m'a touché tout de suite, c'est de me dire, c'est tout en basque. Je ne comprends rien avec ma tête, mais je comprends avec mon âme, avec mon cœur. C'est beau la pastorale. Deux dames entrent par la porte blanche. Elles s'installent là comme les gardiennes de la porte. L'une s'intire le rideau de la porte bleue. Puis entre là la jeune fille, une autre jeune fille, avec ce petit fanion bleu, et puis cette main qu'elle a posée sur sa hanche. Elle marche là au pas. Et puis voilà le dragon qui apparaît, à trois têtes, un immense dragon avec une queue, la longue queue, puis la petite roue, tu sais, pour tirer la peau. Oh, le dragon entre sur scène. Puis arrive la dame. C'est le personnage principal, Andere Shelola, la dame, la benoîte, la religieuse laïque, si tu veux, qui fait le lien entre la population et l'église. La benoîte marche avec un bâton. Makila.
voilà, un maquila, c'est un bâton d'honneur. Chacun des comédiens et des comédiennes du spectacle là, a un bâton dans sa main. Et elles avancent, tout le monde s'avance ici. Moi, cette dame, ce que j'en ai perçu de ce personnage principal, cette héroïne, c'est que c'était une sorte de gardienne de la naissance à la mort. Elle soignait la population avec des herbes. C'était une sorte de sorcière. Pam, pam. La jeune fille s'en est allée, le dragon l'a suivi, et puis la Mandela a discouru quelques instants, puis s'en est allé également. Ouvre le rideau bleu, et encore d'autres personnages entrent là. Chacun avec un bâton dans sa main, et puis une épée sur le côté, les garçons. Les hommes, les femmes sont vêtus de leurs belles vêtements d'époque, tout le monde vient là, marchant les uns derrière les autres, font le tour de l'angle, puis reviennent par ici, s'installent là en une rangée, en plan. Les bleus sont installés. Au même instant, la dame a ouvert la porte rouge, tiré le rideau rouge, le petit diable. Je t'ai montré le petit diable tout à l'heure. Le petit diable, là, il est tout content parfois quand ça bouge de ce côté-là. Et puis la porte est ouverte et puis ils sont entrés là. Oh, ils ont l'air un peu agités. La musique s'agite, eux aussi. Oh, ils tapent le bâton, ils tapent. Ils font un petit tour là-bas dans l'angle et ils reviennent. Et les voilà qui s'alignent ici. Il y a maintenant deux rangées là. Un, les bleus de côté et les rouges de l'autre. Bien. Et puis c'est là que des personnages s'avancent l'un après l'autre, et puis il y a un petit dialogue gentil au début, puis ça commence à s'échauffer, et puis le ton monte, et puis les épées sont dégainées, les bâtons montent dans l'air, et puis ça démarre, le combat. Là, il n'y a pas besoin de comprendre, parce que c'est universel les combats. On sait très bien que même quand on joue, ce qu'on mime, c'est les combats qui ont existé, qui continuent d'exister et qui font rougir notre terre. 2 morts. 2 hommes sont à terre. Alors on soulève la trappe et on glisse les 2 corps dans le trou et on referme la trappe. Bien sûr qu'il faut raconter, parce que les corps morts, on les fait disparaître. S'il n'y a pas les histoires pour les dire, on pourrait croire que ça n'a jamais existé. Hein. La place à Condé tire le rideau là. Et puis entre là, 2 satans, 2 petits diables. Ça, ce sont des malicieux, tu sais. Et là, ils règlent, ce sont des petits diables. Hein. À leur façon, ils expliquent ce qui s'est passé là. Et puis ils ont des choses à dire, des petites méchancetés, des petites coquineries, puis ils ont tout dévalé. Puis peut-être, ils s'en vont. Ils s'en vont, le rideau s'ouvre, stop, ils disparaissent. Mais le petit diable, là, il est tout articulé, désarticulé, il est tout heureux, tout heureux. Tout là monte par la rampe, un troupeau de brebis. Un petit troupeau guidé par un chien, puis des hommes qui sont derrière, là. Ce troupeau, les chiens s'arrangent pour en faire une belle nappe d'eau de brebis, et puis ça en met, tout ça. Et puis les hommes viennent là, ils vissent leur béret sur la tête, ils serrent leur veste de peau de bête, et puis ils se mettent à chanter. 2, 3 voix, le chant monte. Oh, on s'en régale, mais, tout ce monde s'en va. Moi, j'adore ça, la pastorale, aussi pour des moments comme ça, parce qu'on est capable de faire coexister des chèvres, ou des moutons, enfin des animaux, des chiens, la légende, les humains, le jeu, et surtout, on est capable de remarquer que sur la scène, il y a des tas de grottes de biques. Mais ça, c'est le stress de la scène. Même chez les bêtes, tu vois, elles ont laissé là une nappe de caca, comme des billes noires, tu vois. Alors, les plaças viennent là avec leur balai, nettoient tout ça, on les ramasse, soulève la trappe, et hop, on jette tout ça au fond, on referme la trappe, c'est propre. C'est tellement propre que c'est à ce moment-là qu'il y a un jeune basque qui s'élance dans un seau d'au moins 3 mètres de haut. 3 mètres. Le danseur traditionnel est monté à 3 mètres.
et puis il est redescendu. Et en tombant, il est devenu un danseur contemporain lorsqu'il a posé le pied sur le plancher. Et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, il n'aura plus jamais de petit caillou dans sa chaussure. Ben non. Moi j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Et quand je suis revenue à Chancey, j'ai dit, vous savez ce qui m'a plu alors que je ne comprenais pas, c'est d'avoir l'impression d'être présente là dans une communauté qui partageait une sorte de transe. Notre histoire belle et tragique, notre histoire humaine. Et quand je suis allée danser, tu sais, au café cantine, où t'es venu, on mange bien, on boit bien, on discute bien. Oui, il y a du beau monde. On s'engueule aussi. Oui. J'aime ça. Mais sur la place, là, il y avait un bal traditionnel. Chez nous, on n'appelle pas ça le bal folk, on appelle ça le bal traditionnel. Et moi, j'y suis allée avec mon petit-fils. Et puis j'ai dansé la mazurque, la polka, j'ai dansé la marchoise, et je suis... T'as raison, Gépine. C'est heureux que les enfants se dépensent dans la danse. Imaginez qu'ils commencent à regarder les plus grands. Laissons mesurer le temps de leur danse la plus belle. Les danses qui les appellent sont les danses des parents. C'est heureux que les enfants se dépensent dans la danse. Imaginez qu'ils commencent à regarder les plus grands. Laissons mesurer le temps de leurs danses les plus belles. Les danses qui les appellent sont les danses des parents. C'est ça que c'est ça les légendes, la pastorale ou autres légendes. Ça parle de nous. Ça parle de nous les humains. Quand je t'ai emmené à côté de Magny, à la Talonnière, voir la fontaine du Puy-Ravier. Ouais. Tu te rappelles ce que tu m'as dit? Tu m'as dit ce bleu. Qu'est-ce que c'est ça? Turquoise. Bleu turquoise. Eh bien, il y a la science qui raconte quelque chose. Parce que la science, ça n'est jamais qu'une histoire. Hein. La science qui dit, ce bleu, c'est une émanation de méthane. Voilà, je t'ai dit bo. Oui. Je parle basque, coldo couramment. Bo. Non. Si ça, c'est bleu, c'est parce qu'il y a très longtemps, c'était tellement sec qu'il y a un paysan qui a passé un deal avec le diable. Et tu ne peux pas passer de deal avec le diable. Le deal, c'était, le diable, si tu creuses une fontaine chez moi, je te donnerai ma fille. Ma fille. Le diable a dit, demain matin au lever au chant du coq, la fontaine sera creusée. Je t'assure, la mère de la fille, elle a essayé de la sauver. Elle a saoulé le coq. Il a chanté avant le lever du soleil. Mais tu ne peux pas passer de deal avec le diable. Il est le plus fort. Le diable, il a attrapé la fille. Elle avait son manteau bleu, le manteau que sa mère avait cousu. En désespoir, pour pas qu'on l'oublie, elle a jeté son manteau au fond de la fontaine. Voilà pourquoi elle est bleue aujourd'hui. Colto, moi j'en suis sûre. L'imaginaire éclaire la réalité. Imaginaire éclaire la réalité. Ouais. Ah, c'est fort ça. Ah bah c'est quoi de fin. Oui, mais je pense que la réalité de chacun peut donner du fil à retour parfois à l'imaginaire des autres. Ah bah ça c'est encore plus fort, parce que alors là, il faut que tu m'expliques, c'est trop fort pour moi. C'est comme pour mon coin à champignons. Oui. Tout le monde veut savoir où est mon coin de champignons. Il est réel. C'est réel, il se l'imagine. Alors ils se l'imaginent à leur façon. Allez. Mais pour moi c'est réel. Ah, on s'imagine ton poids champignon. On veut savoir. Moi je m'imagine ton poids champignon. Oui. 3 km d'aspharin à peu près. Je suis un petit chemin. Au milieu de la forêt, je bouche les fougères. Que voir? Le poids champignon de Coldo. Et la flèche. Oui, ok, voilà. J'ai une flèche, oui, pour indiquer. Rien à voir. Non. Il semblerait que ta réalité, elle soit prise les pieds dans les ronces de mon réel. Non, rien à voir. D'ailleurs, tu ne sauras pas. J'ai bien vu que tu tentes de savoir. Chez moi, tout le monde, ma compagne, les enfants, tout le monde veut savoir, sans dire leur coin à eux, où est leur coin. Alors, non, je leur ai dit, seule ma petite fille, Aïssa, saura où est mon coin aux champignons. Nous irons tous les deux, et puis ce sera son coin plus tard. Tu vois, Coldo, pour moi, ça, c'est comme de l'imaginaire, c'est aussi fort. C'est un mystère.
C'est un secret que tu partages avec ta petite fille. Et moi, c'est des petits riens, hein. Mais c'est ça qui fait notre grand tout. Parce que ce dont il parle Koldo là, bah, c'est de la transmission tout simplement. Moi j'ai ma coiffeuse, c'est une jeune femme, hein. Bah, à sa manière, Koldo, elle m'a parlé de la transmission. Elle m'a dit, oh là là Michel, faut venir plus souvent parce que vous avez une tignasse, pardon, hein. Et puis après, j'ai regardé dans le miroir comment elle faisait. D'ailleurs c'est marrant, hein, quand t'as bien appris les gestes. Les coiffeuses, elles te causent, elles te coupent les cheveux en même temps. Et elles se coupent pas les doigts. Michel, vous voyez, m'a-t-elle dit, j'ai toujours eu envie d'être coiffeuse. C'est mon grand-père qui m'a appris les gestes. Mais il m'a dit, tu seras coiffeuse, mais moi, je ne le verrai pas, je serai mort avant. Eh ben, ça a été vrai. Elle m'a dit, voyez Michel, j'ai ouvert mon premier salon de coiffure comme patronne. Et ben, mon grand-père est mort 8 jours avant. Je n'oublierai jamais ma première cliente parce que j'avais l'impression que mon grand-père, il était posé là sur mon épaule. C'était pas de la surveillance, hein. C'était de la bienveillance. Puis elle continuait de me couper les cheveux. Il y avait un tas à côté. Et moi, c'était comme quand mon voisin me parle. Ma pensée, elle est partie là comme ça. J'ai vu le tas de cheveux qui était là. J'ai entendu ma mère qui disait, Michel, tu te rends compte que sur la place du village, après la libération, on a tendu notre voisine. On a tendu notre voisine, la haine. Évidemment, moi j'y étais pas, mais je suis l'héritière de ça. Je suis née à Saint-Sondin. Il y avait la ligne de démarcation, à côté de Champagné. Eh bien, encore aujourd'hui, Champagné, il y avait des maquis. Hein. Il y a tout le temps la même opposition. On dit, lui c'est un arrière-petit-fils d'un collabo. Lui c'est un arrière-petit-fils d'un maquisard. On est tout ça. Ce grand tout. Tout ça dans ce tas de cheveux-là, comme une boule de cristal, tu aurais eu tout ça dedans. Tu as vu tout ça? On n'a même pas besoin parfois de regarder juste une odeur, un sentiment, une émotion, et ça revient. Ça revient tout le paquet qu'on a. Et ma coiffeuse, elle a dit, mais on est moderne aussi, vous savez, à la campagne. Sur mon téléphone, là, les jeunes gens, ils viennent me voir et ils montrent la photo de leur joueur préféré. Sakai, comment il s'appelle, Ronaldo, et puis tant d'autres, quoi. Puis elle dit, ils me disent, je veux que vous me coiffiez comme ça. Moi, je bouge pas, j'en sais. Et pourtant, j'ai le monde entier au bout de mon peigne. Moi, j'ai vu quelque chose d'un peu plus grand, un peigne plus grand, un beau peigne. C'était un bosquet, comme un peigne, oui, comme un tamis, un filtre, au bord d'un ruisseau. Tout avait commencé il y a belle lurette bien longtemps, quelques semaines, une semaine avant, il n'avait plus, mais il n'avait plus comme une vache qui pisse. Il avait tellement plu que les eaux de la rivière étaient enflées, et puis c'est qu'au creux de la rivière, là, il y avait le moulin. Et ces eaux étaient entrées dans ce moulin, s'étaient engouffrées dans ce bâtiment-là, il y avait tout emporté, tout, du haut jusqu'en bas, tout. Et fort heureusement, les eaux avaient été filtrées, puisqu'il y avait là le peigne. Le peigne avait tout retenu. Ok, d'accord. Tu t'imagines lorsqu'on a causé avec le meunier et sa femme et les enfants, ils étaient désespérés, ils avaient tout perdu, tout perdu. Non, on leur a dit, on peut récupérer. Et c'est vrai qu'on est allé là-bas, dans ce grand peigne, dans ce bosquet. Il y avait de tout, tout était accroché comme si c'était des naufragés, tu sais, à accrocher une planche de salut. Il y avait des photos, des vêtements d'enfants, de personnes âgées, de toutes sortes. Et puis des objets du moulin lui-même, des ustensiles de cuisine, tant, des linges de la maison, tout était là, tout était tout coloré, tout. Bon, on a ramené tout ça à la maison. Et sachez qu'ils étaient heureux. Hein. Bon, on ne leur a pas tout ramené, mais ils partent avec moi, de toute façon. Bon, puis on n'a pas fait ça comme ça s'est pas trouvé comme ça, c'est-à-dire qu'on a fait ça un peu comme des militants, quoi, parce que
ces meuniers sont aussi boulangers. Chez nous, à la MAP. C'est quoi la MAP? La MAP, c'est l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est quelque chose comme un marché qui s'organise entre les paysans producteurs et nous, les consommateurs. Voilà, une fois par semaine, il y a un grand rassemblement et des producteurs et des consommateurs. C'est dans une grande salle, à libre, mais tu as qu'à porter des œufs, le poulet, le fromage, le laitage, le maraîchage, et puis le nouveau, tiens, c'est un pêcheur en mer. Il nous ramène du poisson qu'il a pêché le matin, tu te rends compte? Voilà, en fait, tu sais ce que c'est qu'une AMAP. Ouais, on en a plein aussi. Voilà. Ah bah oui, on en a plein, on a aussi beaucoup de paysans bio, puis alors on a depuis quelques temps, surtout à Champagny, des permacultures. Alors il y a mon voisin, qui est quand même très conventionnel, il dit « chez Perma ». Alors quand il dit « chez Perma », chez nous c'est pas du tout un compliment, tu vois, c'est comme chez Écolo, chez Perma. Là, avons même un festival à Champagny, le festival des Permas. Bon, c'est vrai qu'on entend parler de ça, permaculture, tout ça. Forcément, tu es obligé quand tu t'occupes d'un potager, on te porte des bouquins, des vidéos, tout ça. La permaculture, je sais un petit peu ce que c'est, alors je m'y suis mis aussi. Tiens, regarde mon jardin. Ça marche comme ça, voilà. Il y a la rangée de platanes, là, la rivière, platane, et puis là le voisin, avec l'herbe qui fauche n'importe quand. Je dis garde l'herbe. Et puis le platane fournit beaucoup de feuilles. Alors ces feuilles, ça pourrait être ennemi. Non, on prend tout, on entasse, on empile, et puis on fait la même chose avec l'herbe. Et puis après, j'organise mes buts. Les lasagnes, comme on dit, tu sais, du brun, du vert, puis tu organises tes lasagnes, voilà. Et puis, à une certaine période, tu plantes tes affaires, puis tiens, là, maintenant, c'est, à la place, tout à côté, là, c'est une rangée de petits pois, voilà. Ici, il y aura 2-3 rangées de fèves, ça n'apparaît pas encore. Et puis ici, les pois gourmands, voilà, 2 rangées de pois gourmands. Voilà, c'est un petit peu, c'est mon jardin. Je ne sais pas si je fais la permaculture, mais je sais que j'utilise tout ce qu'il y a autour de moi, puis je fais ça au mieux sans mettre des cochonneries dedans, et puis voilà. C'est normal. De toute façon, c'est plus de l'observation. On observe et on fait avec ce qu'il y a, comme ça vient. C'est beaucoup d'observation, un potager, permaculture. Bon. Il faut que tu t'assoies sur tes petits pois. Il vient de sortir là. Rebute tes fèves. Oui, voilà. Là, c'est bon. Oh bah là, non. Mais le basque est au-delà de la force. Koldo, à lui tout seul, il est permaculteur. Mais vous verriez son jardin. Bon alors, il faut vraiment que j'emmène mon voisin dans ton jardin. Oui, il y en a partout chez nous, tu sais. On est partout. On a même une amie qui a créé un jardin au milieu du parc de sa résidence. Ouais, c'est extraordinaire. Il y en a partout. Moi, j'adore cette idée, que peu importe qu'il soit conventionnel, bio ou pas, l'idée même qu'on soit à même de creuser notre terre et de dire de là va sortir mes graines. Ben ça me plaît. Il faut que tu viennes, Koldo, chez moi, à Valence-en-Poitou. On a monté un petit conservatoire de graines anciennes de tomates. On a fait notre catalogue. Ça, c'est une forme de résistance, de faire notre catalogue. Eh bien, notre catalogue, il a tellement de succès que l'année dernière, on n'a pas eu assez de graines pour tout le monde. Ça marche, Ça marche, ces petits trucs. Et puis ça se met en réseau, tout ça. Ah bah oui. Il y a des paysans qui s'organisent pour ça. Ils sortent des graines, ils les vendent. Oui. Ben oui, voilà. Les paysans, c'est quelque chose. Les jeunes paysans, chez nous, je dirais que c'est quasiment des rebelles. Tu sais, ils s'organisent pour avoir des graines de ceci, des anciennes variétés, des plus résistantes, et faire des échanges, tout ça. Des rebelles. Et pourtant, on leur dit, là, ça, ce que vous faites là, c'est interdit. Ah ben, vous n'avez pas le droit. Les gars disent, oui, mais de toute façon, on fait comme on veut, comme on peut, et on prend pas le gauche. Eh ben nous, à Romagne, il y a une chèvrerie. Ils se sont tous organisés. Ils ont monté leur marché. Et vous savez ce qui m'a le plus surpris? C'est qu'au début, il y a 5 ans, dans ma rue, ils disaient les gens, les pour les bobos, pour les gens de la ville, ça. Les bobos pour nous. Ben moi, j'y suis allée juste avant le confinement.
On a posé les tables, on a mis les tréteaux, on s'est assis, on a acheté, puis on a mangé. Bien, parce que c'est bon. Eh bien là, 5 ans après, il y avait des bobos, des écolos, des tradis, des chasseurs. Il y avait nous, des hommes, des femmes. Il y avait enfin une communauté. On ne se ressemble pas, mais on s'en fout. La seule chose qui compte, c'est qu'on est en train d'inventer ce moment-là, à ce moment-là précis. Ça me plaît. Mais il se passe à peu près la même chose, sauf le repas, à Saint-Pé-sur-Yvelle. Mais tu sais, là où on avait été, là, cette grande jardinerie où ils vendent des plants bio, à Zitic-Lilia, là, c'est pareil. Les jeunes viennent, ceux qui démarrent avec leur première premier jardin, et puis il y a les plus anciens, alors les plus traditionnels, tout ça. Mais chacun dit des choses, on les change, le maître des lieux, lui, il donne des petits conseils, et tout ça brasse, tu vois, ça bouge, tout ça. Et ça fait je sais pas, comme un lieu de rencontre, quoi. Moi, je suis ravie, Koldo, parce que tu vois, tout ça, c'est des petits riens. Ça semble des petits riens, mais pas du tout. Tout ce qu'on raconte là, eh ben, c'est des petits cailloux jetés dans le jardin de la globalisation. Oh bah, des petits cailloux, oui, des petits cailloux, mais ça fait des tas de cailloux, ça. Avec tout ce monde qui travaille comme ça fait des tas de cailloux, ça fait des tonnes de cailloux, ça fait des camions de cailloux. Et ces camions de cailloux, tu penses, on peut les prendre, on peut les renverser, les jeter là devant la porte de la globalisation. La globe, tu sais. La globe. C'est parce que la globe. Non, mais ça vient de sortir, la globe. Ouais, puis en parlant de camion, tiens, voilà un autre camion. Celui-ci, ce camion-ci, c'est un jeune de chez nous, un jeune cuisinier, malin. Il a observé qu'il y a des petits restaurants gastronomiques un peu partout dans le pays, puis lui s'est dit, je vais me faire moi de l'ambulatoire. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est beau quand même. Hein. Ce camion cuisine ambulante, où il va. Or, ce n'est pas forcément de la cuisine basque, mais c'est des produits locaux, des produits de saison. Et il fait ce petit menu chaque semaine. Les gens commandent par avance sur Internet et autres. Et puis vient le jour. Il est allé de maison, de village en village. Puis chez nous, c'est le vendredi. C'est Moutourfine. Comment il s'appelle? Moutourfine. Moutourfine. Je ne l'ai pas présenté. Oui, tu ne l'as pas présenté. Moutourfine. Voilà, il est là, camion à l'ombre des arbres, sur la place de la Voïcetana, et il vient là le vendredi soir. D'accord. Tout le monde s'installe. Tiens, le premier qui vient là, c'est Arnaud. Lui, c'est le fidèle, il est là depuis le début. Et autour de lui viennent ses compagnons, ses amis, ses copains. On porte des tables, des chaises, et puis on s'installe là, on porte du vin, et puis une fois que tout le monde était. Les jeunes viennent là aussi. Maintenant, c'est devenu un lieu de rendez-vous pour les jeunes. Ils peuvent casser la croûte et puis ils ont une bonne ambiance là. Ceux qui ont passé commande viennent prendre leurs affaires et les autres mangent sur place. Moi, je suis rassurée après ce regard croisé qu'on a porté, lui sur mon territoire, moi sur son territoire. Parce que lui, il a un Moutourfine, mais moi, j'ai une Moutourfine. Comment s'appelle-t-elle? Gulfine. Moutourfine. C'est comme ça qu'on dit? Oui, pas si anglais que ça, un petit peu plus bas. Ben, redis-moi. Moutourfine. Elle gare son camion sur la place du champ de foire. Elle ouvre son camion, on a l'impression qu'il y a une fête foraine qui va arriver. Elle, c'est une chef, pas bien grande, mais elle est l'héritière du savoir-faire de sa grand-mère et de sa mère. Sa recette préférée, c'est le broyé du potou. Le broyé. Je vais te donner la recette. Oui. Et tu pourras le faire pour tout le monde parce que moi j'ai une prétention. Je voudrais que le monde entier connaisse et fabrique du broyé du potou. Une recette, c'est pas pour nous, hein, c'est pour tout le monde. De toute façon, tu le feras jamais comme moi. Parce que nous, on a le doigt des 500 g de farine. 500 g de farine. 250 g de beurre pommade. 250 g de sucre. Une cuillerée à café de gnôle et 2 pincées de sel. Tu fais de l'eau de vie. Tu fais une boule, tu l'étales, tu le mets dans ta tôle. C'est le plat qui va au four. Et puis tu fais cuire 15 minutes. Quand c'est cuit, tu le sors, tu le laisses sécher. Parce qu'il faut que ça se mange, tu vois, craquant. Mais c'est froid, tiède? Ah, froid, parce que tu ne peux pas le couper. Nous, on ne le coupe pas.
Le propre du broyer du Poitou, c'est que tu broies. Alors tu prends ton poing et... Aïe, aïe. Ah, c'est quoi ça? À quoi ça sert? Bah tu broyer du Poitou. Brisé, oui, mais c'est violent ça. Bah non, on est comme ça, nous. Hein. Oh bon, on paye pas ce qu'on n'a pas cette violence là, quand même. Oh. Non, non, nous c'était tout. C'est ta loi qu'on écrase comme ça. On parle tout, c'est écrasé, étalé, tu vois. Et puis on caresse, pas douce. Ta loi, c'est que, par exemple, le dimanche soir, lorsque nous n'avions pas du tout de pain, le dimanche, ma mère faisait du talois. Et puis c'était la fête, manger du talois, c'est la fête à la maison. Alors, tu me donnes la recette? Voilà. 200 grammes de farine de maïs et 200 grammes de farine de blé. Tu mélanges tout, bien. Tu mets un petit peu de levure de boulanger, un petit cochon. Hein, voilà. 2 pincées de sel. Tu mélanges tout ça, tu fais un petit cratère. Tu mets 2 cuillerées à l'huile d'olive, voilà, et de l'eau, 25 centilitres en gros, d'eau tiède. Tu mets pas d'œuf? Ah non, pas d'œuf, c'est pas une omelette. Non, c'est pas une omelette, c'est comme du pain, voilà. Vous mettez de l'œuf dans le broyer, tu oublies tout devant. T'es fou, toi, si tu mets de l'œuf, c'est de la galette, c'est pas du broyer. Ah bon, touchons pas. Bon, alors tu sais, tu en fais une pâte, ça. Une pâte béron, tu la laisses reposer 1 heure environ. Et au bout d'1 heure, eh bien, tu reprends la pâte et puis tu la coupes. C'est pour 6 personnes, donc tu fais des petits bouts, des petites boules, ces petites boules, tu les écrases. Talo. Ah, la plancha est chaude. Plancha, c'est basque, ça? Non, ça c'est espagnol, ça c'est une Ah non, mais... Ah ben alors voilà, le basque. Tu vois, ils n'ont pas de plancha, ils vont la chercher en Espagne, et puis ils disent que c'est à eux. Ah mais c'est pour ça que vous avez tout, en fait. Et toi, où vas-tu chercher ta plancha? Au supermarché. Voilà, bon, chacun son. J'ai honte. Non, plaque métallique sur 4 pattes sur la braise. Voilà. Mais là, c'est pas le cas chez nous. Hein. C'est regarde ce que ça marche. C'est chaud. Pam, on glisse ces petites talois comme ça. Il ne faut pas les laisser longtemps. Ça veut dire c'est pas cassé comme ça comme le broyer. Il faut le laisser tout doucement. Puis tu le retournes. Une fois que c'est doré des 2 côtés, il faut que ce soit souple. Puis la jambe, t'as toi, tu mets de la ventrèche, de la poitrine, de l'œuf, une petite omelette, si tu veux, de la saucisse, du fromage et ventrèche, fromage et poitrine. Il faut ouais, tout, oui, il faut fourrer. Pas tout mélanger, Et puis on va pas mettre du chocolat aussi. Le chocolat, ça gouline, les enfants ils aiment ça, gouline, les choses. Et puis, bon, ben voilà, ça c'est fait, tu le fermes bien comme ceci, et puis c'est bon à manger. Maman, j'ai fait connaissance de 2 gentils amoureux. L'un est dans sa 60aine et l'autre dans ses 22. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune fou qu'un vieux sage. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amoureux qu'un vieux. Je demande à mes parents lequel fallait je prenne les 2. Mon père qui est la richesse m'a dit ma fille prends le vieux. J'aimerais mieux un jeune fou qu'un vieux sage. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amoureux qu'un vieux. Ma mère qui n'est pas si bête m'a dit ma fille prends les 2. Prends le vieux pour sa richesse et le jeune pour ses beaux yeux. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune fou qu'un vieux sage. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amoureux qu'un vieux. Prends le jeune pour ses beaux yeux et le vieux pour sa richesse. De temps en temps, le jeune m'embrasse et au vieux je fais la grimace. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune fou qu'un vieux sage. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amoureux qu'un vieux. Ça, c'était la chanson de ma belle-mère. Tous les 1er janvier, à la fin du repas, elle se levait. Sans mentir, j'aimerais mieux. C'est comme ça chez nous dans le Poitou. Il y a toujours le moment où on chante, où on est une communauté parce qu'on chante encore plus fort que d'habitude. Chez vous, c'est comme ça? Encore c'est pareil, encore c'est mieux encore. Ah, c'est mieux. Voilà. Sur la place, Montolfine a terminé son service. Les gars, Arnaud, lui, le poète, le rêveur, lui, c'est un véritable répertoire. Il a tout dans la tête, Arnaud. Et il chante, il mène ses copains, les vieux, il mène les jeunes, tout le monde chante. Et ça chante, tant qu'il y a un petit peu de vin sur la table, on chante, et puis bon, Montolfine avec son camion s'en est allé, et puis les jeunes également,
les anciens aussi, puis voilà, s'est retrouvé seul, notre ami Arnaud, il donnera un dernier coup de balai sous la place, il ramassera ce qu'il y a à ramasser là. Puis bon, c'est un bon travailleur, Arnaud, c'est un très bon travailleur. Il est aussi rêveur. Écoute, ça ne fait de mal à personne que d'être rêveur. Arnaud, tiens, l'autre jour, c'était un matin là, et c'est pas on est à proximité de la petite place, la place là où il s'est allé, je vous l'ai déjà présenté, la place là où il s'est allé, la place des 80 ans. Et voilà qu'il s'est approché des arbres, des 4 arbres, voilà, puis qu'il a entendu cache. Il s'est dit, il a regardé dans l'arbre, il n'y a pas d'oiseau. Alors il s'est dit, oui, ce sont les feuilles qui parlent, les feuilles qui... elles s'amusent, les feuilles jouent, une lance un mot, les autres reprennent un unisson, cache. Il entend bien ce qui se dit là, mais il ne comprend pas. Bon, curieux, la fois d'après, il est revenu et il a entendu cache. Il s'est dit, ça c'est comme un cours de langue. Ce sont ces jeunes feuilles qui apprennent la langue de l'arbre qui les accueille. Tu te rends compte ça? Cache. Il a pris l'habitude ensuite de revenir. C'est ses pas qui le mènent et qui le guident carrément vers la place de la là, et puis il se laisse guider. Voilà. Une fois, alors qu'il s'approchait là, voilà qu'il a entendu des cache. Le tilleul, c'est le tilleul, les feuilles du tilleul qui chantent. Ça chante différemment, qui parle un idiome différent, avec un accent bien agréable à l'oreille. Il s'est régalé, lui, à entendre, à écouter cet accent-là. Et puis, bon sang, c'est que cet accent, ça lui plaît. C'est comme si c'était un chant d'une langue, comme un accent qui ferait plaisir aux oreilles, tu vois. C'est juste pour le plaisir. Moi, je connais un accent qui, des fois, fait pas du tout plaisir aux oreilles. Je connais un jeune homme qui parle français juste avec l'accent du Poitou. Eh bien, ça suffit pour qu'on dise, Koldo, ça suffit pour qu'on dise à son sujet qu'il est un plouc. Plouc. Bon, notre homme est revenu régulièrement sous les arbres. C'est une autre fois qu'il a entendu des quiche. Le frêne, les feuilles du frêne conversent, échangent, apprennent, parlent leur langue, la langue. On sent, et pourtant, il a l'oreille pour les langues, notre ami Arnaud. Mais alors, cette langue-là, la langue du frêne, il ne comprend pas. Il ne comprend pas le frêne. Bon, mais le voilà qui vient. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Il s'est dit un jour. Et le platane, il n'entend pas. Les feuilles de platane sont-elles muettes? Et que quelques jours plus tard, lorsque le vent du sud a soufflé, qu'il a entendu le platane, les feuilles du platane faire des coche. Il est arrivé là, il a vu ces feuilles de platane tout agitées dans ces rafales de vent chaud, et il s'est dit, bon, c'est le vent, Aïsségoua, qui leur fait délier leur langue. Et puis il a été emporté, notre ami Arnaud, par les cache, emporté dans ce vrombissement de langue des arbres de la place, des arbres des environs, des bois, des champs. Tout le monde, toutes les forêts chantent. Il ne sait plus où donner dans la tête, notre ami. Il ne sait plus. Mais sage qu'il est, il a préféré se laisser aller, laisser guider, errer, ses oreilles traîner, voyager, et se déplacer ainsi, suivant dans cette cacophonie de langue et d'accent. Il est allé à travers les paysages vers des pays à découvrir. Ah, si vrai, Koldo, au marché, l'anglais global côtoie le patois local. En l'automne suivant, on l'a vu balayer sur la place à Agnon, pousser ces feuilles. Oh, c'est pas pour les entasser, pour les faire brûler là sur la place, non, c'est pour les préserver, pour les entasser, pour les mettre dans un coin et les protéger. Ce sont comme des langues, comme des feuilles mortes, des langues qu'on dirait mortes. Non, lui préfère les protéger parce qu'elles feront, ces feuilles-là, un bon humus. Et plus tard, un terreau nourricier que l'on mettra au pied des arbres. Et puis ils donneront au printemps suivant de nouvelles feuilles. Et puis des langues vivantes et tellement parlantes.
Moi, j'ai déménagé comme tout. Avant, j'habitais dans un hameau et je parlais ma langue maternelle avec mon voisin. Je dis ma langue maternelle parce que j'en connais juste maintenant la musique et puis quelques mots. Mais elle sointe encore dans tous les pores de ma peau. Je peux plus la parler avec mes parents, ils sont morts. Et bien j'ai un petit-fils. Et avec ce petit-fils, je joue. Je joue avec cette langue et je lui dis des conneries, par exemple. Je lui dis, on fait d'Aubin aux intestins de la mère Baudin. On fait d'Aubin aux intestins de la mère Baudin. Cache, mon petit oie, cache. Tu bûcheras ma pétoire. Ben, j'aime ça, moi. Qu'on parle la langue, qu'on la transmette, et puis qu'on joue avec. C'est bon ça, c'est normal, une langue comme ça. Mais tout le monde ne joue pas. Hein. Sache que c'est lui qui me dit le basque, là, qui me dit, qui me lance un bonjour, alors qu'il pourrait s'exprimer dans notre langue. Eh bien, si tu n'as pas la présence d'esprit de lui répondre avec un egunon, eh bien, voilà, ce salut matinal, ben, il devient comme un petit caillou dans ta chaussure, qui te fait mal toute la journée, qu'on sent. Puis ce petit caillou, sans que tu t'en aperçoives, fait un petit trou dans la semelle. Et c'est par ce petit trou-là que peut fuir, s'en aller, et puis notre chère langue. Et puis elle peut ainsi disparaître. Tu te rends compte de la responsabilité. Ça, on est vrai. On est vrai. Biscala. Non. Nik Bessala. Nik Bessala. Bai, sinesten zaitut, hori bera. Atxik dezagun gure hizkuntza. Atxik dezagun gure mintzaina bizirik, eta gure beti bizirik gure hizkuntzen artean. Bah. C'est des choses comme ça. Picoler, picova, qui tu veux qu'ils disent de plus, de toute façon. Marche donc de mon copier à 15. Coldo et moi, nous avons juste inventé notre pays imaginaire. Et dans ce pays imaginaire, ce qu'on aime, c'est que danse une grande ronde de nous. Voilà, c'est tout. C'est le petit bonhomme, il s'est pas peur de demander s'il va bien pas aux feuilles à marier. On sait petit bonhomme, on apprend c'est petit bonhomme, il s'est pas peur de demander s'il va bien pas aux feuilles à marier. C'est le petit bonhomme, il s'est pas peur de demander s'il va bien pas aux feuilles à marier. Alla kikirikuru canta, alla kikirikuru canta, alla come se la tua vita vola. E non ti danno ne tanto, e non si dice che un Et voilà. Bye bye, Michel. Voilà, vous avez assisté à notre première de village. Voire d'avant-première. Voire d'avant. Moi, je sais exactement pourquoi je vais sur scène. Quand je suis sur scène, il y a une telle force de l'imaginaire et tout devient tellement réel que ne pas jouer, personnellement, c'est plus que de ne pas jouer. C'est que le monde, il m'intéresse beaucoup moins. Mais je me sens une vivante, quoi. Ouais. J'ai pas envie qu'on me fasse taire. On me fera jamais taire, de toute façon. Ils sont surtout dans des... Vraiment, cette histoire de... Je crois qu'on n'a pas trouvé de meilleure idée, enfin de meilleure terminologie que de parler de regard croisé. Et donc, c'est surtout pas une confrontation, c'est beaucoup plus une... comment... si on a une idée à défendre là-dedans, c'est dire les cultures de chaque pays gagnent à leur singularité parce qu'elles vont se rencontrer. Et donc, c'est ça qui nous intéresse, c'est la différence pour mieux se rencontrer, pour mieux s'apprécier encore, parce que justement, on a nos points communs, nos différences, et on a envie d'être ensemble à cause de ça. On parle de tout chez nous, mais est-ce que les riens, là, ne sont pas... Parce que les tout, c'est aussi des petits riens qui font du tout. Est-ce que dans ces riens-là, est-ce qu'il y a des petits tout qui font... Oh, c'est joli ça, des petits tout, qui font qui garnissent, quoi, qui ont de la matière.
Effectivement, c'est des centaines de cailloux quand on a vu cette première. C'est des centaines de cailloux qui racontent des histoires de nos territoires, des habitants qui habitent dans ces territoires-là. Et donc l'Institut culturel basque, tout naturellement, qui a comme objectif à la fois de valoriser la culture basque, mais de développer aussi des échanges culturels et artistiques avec d'autres régions. Et donc il nous paraissait important d'être partenaire vraiment de ce projet.